pas. Bonsoir YouTube. Nous allons lire le conte Magnus. Nous commençons dès à présent. Et bonsoir YouTube. Donc c'est le conte Magnus de M.R. James. C'est horrible, il y a une surimpression. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, vous voyez pas. Mais il y a une surimpression, c'est très désagréable. Comment les papiers dont je me suis servi pour écrire cette histoire et lui donner un semblant de cohérence sont devenus ma propriété, c'est ce que le lecteur apprendra au terme de ces pages. Mais il est cependant nécessaire qu'en guise de préface aux extraits que j'en ai tirés, je dise ici sous quelle forme je les possède. Ils se présentent pour la plupart comme une suite de notes destinées à la composition d'un récit de voyage, d'un de ces volumes qui firent florès entre 1840 et 1850. Un séjour au Jutland et dans les îles du Danemark d'Horace Marryat est la plus parfaite illustration de cette sorte d'ouvrage. Ces volumes traitent ordinairement d'une région continentale peu connue. Ils sont agrémentés de gravures sur bois ou sur acier. Ils fournissent d'utiles renseignements sur les disponibilités hôtelières et sur les moyens de communication locaux. Sur toutes ces choses, en somme, qu'on s'attend à trouver dans n'importe quel guide touristique digne de ce nom. Mais ce qui tient le plus de place, ce sont des conversations avec des notables d'esprit distingué, des paysans loquaces et des aubergistes à la langue bien pendue. En un mot, ils sont passablement verbeux. Rassemblés à l'origine en tant que matériaux pour un livre de ce genre, les notes en ma possession tournent très vite au journal intime et se rapportent surtout sur une aventure personnelle. Elles se poursuivent jusqu'à l'achèvement de la dite aventure. L'auteur en est un certain Wraxall. En ce qui le concerne, je suis obligé de m'en remettre entièrement et uniquement aux précisions fournies par ses écrits, lesquels j'ai pu déduire qu'il s'agissait en l'occurrence d'un homme d'âge moyen, qu'il paraissait vivre assez confortablement de ses revenus et qu'il était absolument seul au monde. Il semble qu'il n'ait jamais eu de domicile fixe en Angleterre, mais qu'il logeait à l'hôtel ou dans des pensions de famille. Il est probable qu'il caressait l'idée de se mettre définitivement et prochainement dans ses meubles, mais il n'en eut pas le temps. Par ailleurs, je crois à peu près certain que l'incendie qui ravagea le Panthénicton, donc je lis une note du traducteur, sorte de magasins généraux à la fois entrepôt et garde-meubles. Donc Pantechnicon, aux environs de 1870, a détruit bon nombre de choses qui auraient pu m'éclairer sur ses antécédents, car il fait une ou deux allusions à des objets lui appartenant dont il avait confié la garde à cet établissement. De plus, il est vraisemblable que Wraxall était déjà l'auteur d'un volume où il racontait des vacances passées autrefois en Bretagne. Les Bretons, Toutefois, il ne m'a pas été possible de m'en assurer, car de minutieuses recherches bibliographiques m'ont convaincu que cet ouvrage avait dû être publié anonymement ou sous un pseudonyme. Pour ce qui est du caractère de l'homme, il est aisé de s'en faire une idée approximative. C'était très certainement quelqu'un d'intelligent et de cultivé. J'ai cru comprendre, s'il faut en croire un rôle universitaire que j'ai pu consulter, qu'il était sur le point de professer à Oxford, dans ce même collège, le Brasenose, où il avait fait ses études. Son plus grand défaut, et cela ressort clairement de ses papiers, était une insatiable curiosité. Peut-être était-ce là pour un voyageur un défaut des plus profitables, mais il n'en est pas moins vrai qu'il le paya très chèrement. Durant ce qui fut son dernier voyage, il méditait d'écrire un nouvel ouvrage. La Scandinavie, région encore mal connue des Anglais, il y a une quarantaine d'années, alors note du traducteur, c'est-à-dire vers 1860, cette nouvelle ayant été publiée pour la première fois en volume en 1904 dans les Ghost Stories of an Antiquary. Ok. Donc la Scandinavie, région encore mal connue des Anglais il y a une quarantaine d'années, lui avait paru présenter un intérêt tout particulier pour ce livre futur. Il avait certainement dû découvrir quelques vieux volumes d'histoire ou d'anciens mémoires suédois, et ce qu'il y avait lu lui avait suggéré de composer un ouvrage où des anecdotes curieuses ou pittoresques tirées de l'histoire de quelques-unes des grandes familles de Suède se mêleraient... Attends, désolé pour le son, mais je ne peux pas le retirer, merci.
donc tiré de l'histoire de quelques-unes des grandes familles de Suède, se mêlerait au récit de voyages dans ces pays. S'étant alors procuré des lettres d'introduction destinées à d'importantes personnalités suédoises, il se mit en route au début de l'été de 1863. Je ne parlerai pas ici de ses voyages dans le Nord, non plus que de son séjour de quelques semaines à Stockholm. Je dois cependant signaler que c'est dans cette ville qu'un érudit lui révéla l'existence d'une exceptionnelle réunion de documents historiques et familiaux appartenant aux propriétaires d'un très ancien château de l'ouest du Götaland, donc c'est une région de la Suède méridionale, et lui obtint l'autorisation d'aller les consulter sur place. Pour la commodité de ce récit, et bien que ce ne soit pas là son véritable nom, je l'appellerai... Ok, heureusement il y a la prononciation. Røbæk, le château en question. C'est dans son genre un des plus beaux édifices de la région, et la gravure qu'on peut en voir dans la Suecia Antica et Moderna de Dalbenberg, publiée en 1694, nous le montre à peu de choses près, tel qu'il apparaît encore aujourd'hui aux touristes. Excusez-moi, c'est juste à moitié effacé. Les vieilles... Comme quoi, c'est vraiment pas un bon livre. Je pouvais l'abîmer, il n'y a pas de souci. Bâti peu après 1600, il ressemble assez, dans ses grandes lignes, à une demeure seigneuriale anglaise de ces temps-là, tant par le matériau employé, briques rouges et coins de pierre, que par le style lui-même. Sa construction en fut entreprise sur l'ordre de l'un des rejetons de l'illustre famille des Lagardy, et ses descendants en sont toujours propriétaires. Lorsqu'il me faudra parler d'eux, je dirai les Lagardy. Ils accueillirent Wraxall avec beaucoup d'amabilité, de courtoisie, et lui offrirent l'hospitalité la plus large pour le temps que dureraient ses recherches. Mais il tenait à son indépendance et n'était rien moins que sûr de pouvoir soutenir une conversation en suédois. Il n'était rien moins que sûr... Ok. Il préféra s'installer à l'auberge du village qui lui parut assez confortable, du moins pour les mois d'été. Cette solution l'obligeait à faire chaque jour le trajet aller et retour de l'auberge au château, en tout un petit peu moins d'1 mile. La demeure des Lagardy se dressait au milieu d'un parc protégé, on pourrait dire enveloppé par la masse de très vieux arbres. Près d'eux se voyait un jardin que saignait un muret, puis c'était le couvert d'un bois touffu et sombre qui côtoyait un de ces petits lacs qui abondent dans la région. Alors, à Ludar, c'est très dur à lire parce que, comme j'ai dit, il y a des lignes qui sont double imprimées, en fait. Enfin, qui s'étalent dessus. C'est compliqué. Ensuite venait le début d'un radillon, un bout de roche à peine recouvert de terre, au fait duquel s'élevait le temple, entouré d'arbres très grands et très noirs. L'édifice était bien fait pour étonner un œil anglais. Les bas-côtés et la nef en étaient fort bas, quoique pleins de bancs et de galeries. Dans l'une de celles-ci, qui se trouvait à l'ouest, se voyait un vieil orgue aux tuyaux d'argent, curieusement élégant et peint de couleurs vives. Le plafond plat s'ornait d'une fresque d'un artiste du XVIIe siècle et qui représentait un bizarre, un terrifiant jugement dernier, tout regorgeant de flammes épouvantables, de cités en ruine, de navires incendiés, d'âmes en peine et de sombres et grimaçants démons. Des couronnes de cuivre d'un travail délicat pendaient des poutres. La chaire semblait une maison de poupée, recouverte comme elle l'était de petits panneaux de bois peints où figuraient des chérubins et des saints. On y remarquait aussi un pupitre et 3 sabliers fixés par des charnières près de la place du prédicateur. De nos jours encore, on peut voir en Suède bien des temples semblables, mais ce qui distinguait tout particulièrement celui-là, c'était une construction qu'on lui avait adjointe. En effet, le Lagardy, qui avait présidé à l'édification du château, avait également fait élever une chapelle pour lui et les siens à l'extrémité est de la nef septentrionale. C'était un bâtiment octogonal, d'assez belles proportions, qu'éclairait une suite de fenêtres ovales et que couronnait un dôme surmonté d'une sorte de potiron qui s'achevait en flèche, lequel était en fait l'un des motifs favoris des architectes suédois. Le toit était extérieurement recouvert de cuivre peint en noir,
cependant que les murs, tout comme ceux du temple, étaient d'une blancheur éclatante. Écarlate. Attendez, excuse-moi, parce qu'il y a encore des lignes horribles. On ne pouvait entrer dans cette chapelle par l'église, elle avait sur son flanc nord son propre portail auquel on accédait par un perron. Une fois passé le cimetière, commençait le sentier qui menait au village, et il ne fallait guère plus de 3 ou 4 minutes pour atteindre la porte de l'auberge. Le jour même de son installation à Rabuc, Vraxal trouva la porte du temple ouverte et en profita pour noter quelques détails touchant son aspect intérieur, détails que j'ai résumés plus haut. Mais il lui fut impossible d'entrer dans la chapelle. Il parvint seulement, en regardant par le trou de la serrure, à entrevoir des gisants de marbre, de grands cercueils de cuivre et nombre d'écus armoirés. Et cela lui donna le violent désir de voir cet ensemble de plus près. Les papiers qu'il était venu consulter au château étaient exactement ce dont il avait besoin pour son livre. Il y avait là toute une correspondance familiale, des livres de raison, des livres de comptes remontant au premier propriétaire du domaine, le tout tenu avec le plus grand soin, très clairement rédigé et riche de détails amusants et pittoresques. À ce qu'il semblait, le premier maître de Rabuc avait été un homme énergique et capable. Peu de temps après la construction du château, la région avait connu une période de grande misère et les paysans s'étaient soulevés. Ils s'étaient attaqués à plusieurs manoirs d'alentour et les avaient quelque peu saccagés. Le Lagardy en question avait joué un rôle prépondérant dans la répression de ces désordres et il était fait allusion à des exécutions de meneurs et à des peines d'une extrême sévérité où se devinait une main lourde et point avare. Ah non, c'est assez un cauchemar honnêtement à lire les gens parce que la double impression ça te baise les yeux. Attendez, je vais voir si je peux pas me mettre comme ça. Peut-être ça va aider, ou peut-être pas, on va voir. Le portrait de ce Magnus de la Gardie était l'un des plus remarquables du château. Sa journée de travail terminée, Vraxall ne manquait jamais de l'examiner longuement avec un intérêt qui s'expliquait mal. Il n'en a pas laissé de description détaillée, mais il me semble deviner que ce visage l'impressionnait davantage pour son énergie que pour sa beauté ou sa bonté. En fait, il écrit même que le comte Magnus était d'une laideur repoussante. Ce jour-là, Vraxall avait soupé avec les Lagardy. Et il regagna l'auberge à pied tard dans la soirée, pourtant, on y voyait encore un peu. « Il ne faut pas que j'oublie, nota-t-il, de demander au sacristain s'il peut me laisser entrer dans la chapelle funéraire. Il doit sûrement et personnellement y avoir accès, car je l'ai vu ce soir en haut des marches et, si je ne m'abuse, il en ouvrait ou fermait la porte. » Je relève qu'aux premières heures du lendemain, Vraxall eut une conversation avec son aubergiste. Le fait qu'il l'ait rapporté tout au long m'a d'abord surpris, mais je me suis bien vite rendu compte que cela devait, du moins à l'origine, servir à la composition de l'ouvrage qu'il méditait d'écrire, c'est-à-dire une de ces compilations quasi journalistiques où les bavardages oiseux ne manquaient pas. Son but, à l'en croire, était de s'assurer si les traditions concernant les activités du comte Magnus de la Gardie avaient encore quelques semblants de vie au lieu même où ce gentilhomme les avait exercés, et aussi si l'opinion publique lui était favorable ou non. Il apprit que le comte avait laissé le souvenir d'un homme abhorré. Quand ses fermiers arrivaient en retard lors des journées de travail dont il lui était redevable en tant que vassaux, il les faisait passer au chevalet ou fouetter et marquer au fer rouge dans la grande cour du château. On citait même 1 ou 2 cas où des paysans, qui avaient illégalement occupé quelques lopins de terre seigneuriaux, étaient morts carbonisés une nuit d'hiver, avec tous les leurs, dans de mystérieux incendies qui avaient ravagé leur masure. Mais ce qui paraissait avoir le plus frappé l'aubergiste, car il revint là-dessus plus d'une fois, c'était que le comte était allé au pèlerinage noir et qu'il en avait ramené quelque chose ou quelqu'un. Vous vous demanderez naturellement, comme Vraxall lui-même, ce que pouvait bien être ce pèlerinage noir. Mais comme lui, vous n'en saurez pas davantage, du moins pour le moment. L'aubergiste, de toute évidence, n'avait pas envie d'en dire plus, et il n'avait même pas envie de dire quoi que ce soit.
Et lorsqu'on l'appela du dehors, il s'esquiva visiblement soulagé et se borna, l'instant d'après, à passer la tête par l'entrebâillement de la porte pour dire qu'il était convoqué à Skara et qu'il ne serait pas de retour avant le soir. De ce fait, Wraxall dut commencer sa journée de travail au château sans avoir pu satisfaire sa curiosité. Les papiers qu'il avait entrepris d'étudier donnèrent un tour nouveau à ses pensées car il lui fallait maintenant s'occuper de la correspondance échangée au cours des années 1705 à 1710 par Sophie Albertine, résidant à Stockholm, et par sa cousine Ulrich Eleonore, qui, mariée, habitait Raböck. Ces lettres présentaient un intérêt exceptionnel pour la connaissance de la culture suédoise de cette époque. On peut du reste avoir confirmation de la chose en se reportant à l'édition intégrale qu'en a publiée la Commission suédoise des manuscrits historiques. Dans le courant de l'après-midi, il acheva la lecture des dites lettres et, après avoir remis les coffrets où elles étaient conservées sur l'un des rayons de la bibliothèque, il prit tout naturellement quelques-uns des volumes les plus proches pour voir s'il pourrait trouver un bon sujet pour ses recherches du lendemain. Le rayon qu'il avait choisi était principalement occupé par une collection de livres de contes écrits de la main même du comte Magnus. Toutefois, en les regardant de plus près, il en découvrit un qui n'était pas un livre de contes, mais bien un recueil collectif de traités d'alchimie et d'autres ouvrages du même genre. Une calligraphie différente, il paraissait dater du XVIe siècle. Peu familiarisé avec l'alchimie et sa littérature, Wraxall noircit d'innombrables feuillets dont il aurait pu faire l'économie rien qu'à citer les titres et les particularités des divers traités. Le livre du Phénix, livre des 30 sentences, livre du crapaud, livre de Myriam, Turba Philosopherum, etc. Puis il relate, avec une satisfaction non dissimulée et de manière très détaillée, comment il vint de découvrir presque au milieu du recueil et sur un feuillet primitivement laissé en blanc, un texte écrit de la main du comte Magnus, intitulé... Il y a un mot que je vais pas lire le mot en latin pour une raison évidente. Donc le mot latin, c'est-à-dire livre du pèlerinage noir. En fait, il s'agissait seulement de quelques lignes, mais elles étaient amplement suffisantes pour confirmer que l'aubergiste avait raison quand il avait, ce même matin, fait allusion à une croyance qui remontait, pour le moins à l'époque du comte Magnus, à une croyance que celui-ci avait probablement partagée. Voici la traduction de ce qu'il avait écrit. Celui qui désire longue vie, celui qui veut s'attacher à un serviteur fidèle et voir couler le sang de ses ennemis, celui-là doit avant toute chose se rendre à la ville de Chorazin et là saluer le prince. À cet endroit du texte se voyait un mot raturé, mais il ne l'était pas au point d'empêcher Wraxall de le déchiffrer. Il y parvint. Et ce fut avec une quasi-certitude qu'il lut le mot « aeris », entre parenthèses, de l'air. Mais le texte s'arrêtait là, et avec une ultime phrase latine, que je vais lire la traduction uniquement, « cherche la suite de cette matière à travers les choses les plus secrètes ». On ne saurait nier que tout cela éclairait d'un jour plutôt douteux les goûts et les croyances du comte. Mais pour Wraxall, séparé de lui par près de 3 siècles, l'idée qu'il ait ajouté l'alchimie à cette indomptable énergie dont il avait donné des preuves constantes, et à l'alchimie quelque chose qui ressemblait fort à de la magie noire, ne parvenait qu'à le lui rendre plus pittoresque. Et quand, après avoir longuement contemplé le portrait du comte Magnus, il quitta le vestibule du château pour regagner son auberge, il avait la tête toute pleine de ce gentilhomme. Alors, attendez, parce que là, il y a encore des lignes horribles. Il ne voyait rien de ce qui l'entourait et ne se rendit compte ni des senteurs sylvestres du crépuscule, ni des reflets du soir sur le lac. Et lorsqu'il s'arrêta d'un coup, il fut fort surpris de se trouver déjà à la grille du cimetière, à quelques minutes seulement du souper qui l'attendait. Son regard tomba sur la chapelle funéraire. « Ah !» s'exclama-t-il. « Vous êtes là-bas, comte Magnus. J'aurai grand plaisir à vous voir. »
Comme beaucoup de gens qui vivent seuls, note-t-il, j'ai pris l'habitude de me parler à moi-même à haute voix. Mais au contraire de ce qui se produit avec certaines particules des grammaires grecques et latines, je ne m'attends guère à une réponse. Cela va de soi et c'est peut-être une chance qu'il n'y ait point eu ce soir-là une voix pour faire écho à la mienne, ni quoi que ce soit de semblable. Seule la femme de charge, qui je présume devait être occupée à nettoyer le temple, dut m'entendre car elle laissa tomber sur les dalles un objet métallique dont le bruit me fit sursauter. Cela ne risque pas, pensai-je, de tirer le comte Magnus du profond sommeil qui est le sien. Ce soir-là, l'aubergiste, qui s'était souvenu d'avoir entendu dire à Vraxall qu'il aurait beaucoup aimé faire la connaissance du pasteur de la paroisse, ou plutôt du diacre, comme on dit en Suède, le lui présenta dans le petit salon réservé à la clientèle. Les deux hommes se mirent rapidement d'accord pour visiter ensemble, le lendemain, la chapelle funéraire des Lagardy, puis une courte conversation s'engagea en présence de l'aubergiste. Se rappelant que l'un des devoirs des diacres scandinaves consistait à préparer les fidèles à la confirmation, Vraxall partit de là pour tenter de rafraîchir certains de ses souvenirs à propos d'une question biblique. « Savez-vous quelque chose que vous pourriez me dire au sujet de Chorazin ?» demanda-t-il. Le diacre parut un instant perplexe. Mais bientôt, il se souvint des terribles accusations dont on avait autrefois accablé ce village. « Effectivement, dit Vraxall, et j'imagine qu'il n'en reste plus que des ruines maintenant. »« Je le pense aussi, » répliqua le diacre. « Et je me souviens d'avoir entendu dire à quelques-uns de nos vieux prêtres que c'était là que devait naître l'Antéchrist. Il y a même des légendes... »« Des légendes » s'exclama Vraxall intrigué. « Et que racontent-elles donc, ces légendes ?»« Des légendes, disais-je, des légendes que j'ai oubliées, » conclut le diacre. Et il se retira peu après, en leur souhaitant une bonne nuit. Désormais, l'aubergiste était seul, et à l'entière discrétion de Vraxall, autant dire aux mains d'un inquisiteur qui ne semblait point enclin à le ménager. « Monsieur Nilsson, dit-il, j'ai découvert quelque chose au sujet du pèlerinage noir. Cela étant, il vaudrait mieux que vous me racontiez tout ce que vous savez. Qu'était-ce donc que le comte avait ramené avec lui ? Il se peut que les Suédois soient d'ordinaire lents à répondre, ou peut-être l'aubergiste était-il une exception. Quoi qu'il en soit, Vraxall écrit que l'homme le regarda durant une longue minute avant d'ouvrir la bouche. Puis, il se rapprocha de son hôte à le toucher, et commença à parler avec une visible répugnance. « Monsieur Vraxall, je ne peux vous raconter qu'une petite histoire et rien de plus, rien de plus. Quand j'aurai fini, il ne faudra rien me demander d'autre. Du temps que mon grand-père vivait encore, ça remonte à 92 ans. Un jour, deux gars du pays ont dit comme ça, le comte est mort, bien mort, et nous, on se fiche pas mal de lui. Cette nuit, on ira chasser dans son bois comme on veut. C'était le grand bois que vous connaissiez, celui qui se trouve sur la colline derrière le château. Bon, il y en a qui les avaient entendus et ils les ont mis en garde. Non, qu'ils ont dit, n'y allez pas. Sûr que vous y rencontreriez des gens qui marchent et qui ne devraient pas le faire. Ils devraient reposer en paix, oui, pas marcher. Les deux gars se sont mis à rire. Le bois n'était pas gardé, vu qu'il ne serait venu à l'idée de personne d'y chasser. Les maîtres étaient absents. Alors, c'est pour ça que les deux gars se sont dit qu'ils pouvaient bien faire ce qui leur chantait. Bon, ils sont donc allés dans le bois cette nuit-là. Mon grand-père était assis ici, dans cette pièce. C'était l'été. La nuit était claire. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. Il pouvait voir le bois, et il pouvait même entendre. Il se tenait donc ici avec 2 ou 3 de ses amis, et ils étaient tout oreilles. D'abord, ils n'ont rien entendu, et puis, vous savez comme c'est loin, brusquement quelqu'un s'est mis à hurler comme si on lui arrachait l'âme. Alors, ici, ils se sont tous serrés les uns contre les autres, et ils sont restés comme ça, sans bouger, pendant près de 3 quarts d'heure. Après ça, quelqu'un d'autre s'est mis à rire, à moins de 300 mètres de l'auberge. Il riait très fort, mais ce n'était pas un des 2 braconniers. Et ils ont même dit que ça ne pouvait pas être un homme qui riait comme ça.
Puis, ils ont entendu comme une énorme porte qui se fermait. Alors, quand il a commencé à faire jour, ils sont allés chez le diacre tous ensemble et ils lui ont dit « Mon père, passez vite votre soutane, mettez votre collet et venez enterrer deux pauvres gars, Anders Björnsson et Hans Torsborn. » Comme vous voyez, ils étaient sûrs qu'ils étaient morts, ces deux-là. Et comme ça, ils sont tous allés dans le bois. C'est une chose que mon grand-père n'a jamais pu oublier. Il disait qu'eux aussi avaient tous l'air d'être des morts, jusqu'au diacre qui tremblait de peur. Quand ils avaient été le chercher, il leur avait dit « J'ai entendu crier cette nuit, et puis après j'ai entendu quelqu'un qui riait. Je n'arrive pas à oublier tout ça, je ne pourrai plus jamais fermer l'œil, plus jamais. » Alors comme ça, ils sont donc allés dans le bois. Ils ont trouvé les deux gars près de sa lisière. Hans avait le dos appuyé contre un arbre et il n'arrêtait pas de tendre les mains devant lui comme pour repousser bien loin quelque chose qui n'était pas là. Donc il n'était pas mort. Ils l'ont emporté, ils l'ont emmené à l'hospice de Nyköping et c'est là qu'il est mort avant l'entrée de l'hiver. Mais il n'arrêtait toujours pas de pousser ses mains devant lui. Il y avait aussi Anders, mais lui, il était mort. À propos d'Anders, il faut que je vous dise qu'il avait été bel homme. Mais maintenant, il n'était pas beau à voir parce qu'en fait de figure, il ne lui restait plus que des os. On aurait dit qu'on lui avait comme sucé la chair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une chose que mon grand-père n'a jamais pu oublier. Et ils l'ont mis dans une des bières qu'ils avaient apportées avec eux. Et lui ont recouvert la figure d'un bout de toile. Et ils se sont mis en route. Le diacre marchait devant et ils ont commencé à chanter le psaume des morts du mieux qu'ils pouvaient. Ils en étaient à la fin du premier verset quand qu'il y en a eu un qui est tombé, celui qui portait la tête de la bière. Alors les autres se sont retournés pour voir ce qui se passait. Et ils ont vu que le bout de toile avait glissé et que les yeux d'Anders regardaient en l'air, vu qu'il n'y avait plus rien pour les recouvrir. Et ça, c'était une chose qu'ils n'ont pas pu supporter. Alors, le diacre a remis le bout de toile sur la tête du mort, il a envoyé chercher une bêche, et ils l'ont enterré sur place. Le lendemain, Vraxol note que le diacre passa le prendre aussitôt après le petit déjeuner, et qu'ils se rendirent de concert au temple et à la chapelle funéraire. Il remarqua alors que la clé de cette dernière pendait à un clou près de la chaire, et il se dit que la porte du temple n'était, selon toute apparence, jamais fermée. Il lui serait facile d'examiner de nouveau, pour son propre compte, les tombeaux de l'Elagardie si tant est que quelqu'un d'entre eux se révélait plus intéressant qu'il ne semblait à première vue. Quand ils y furent entrés, la chapelle leur apparut dans toute son ampleur. Les tombeaux, pour la plupart de lourds monuments baroques des XVIIe et XVIIIe siècles, avaient cependant grande allure. Et il y avait aussi quantité d'interminables épitaphes, nombre d'écus armoirés. 3 grands cercueils de cuivre alignés côte à côte sous la coupole occupaient très exactement le centre de l'édifice. Ils étaient décorés de motifs ornementaux gravés avec de grandes finesses. 2 d'entre eux portaient sur leur couvercle un grand crucifix de métal, ainsi que cela se voit couramment en Suède et au Danemark. Le troisième et dernier cercueil, qui de toute évidence était celui du comte Magnus, montrait, lui, au lieu et place du crucifix, une effigie gravée de grandeur naturelle. Et les nombreux bandeaux qui décoraient ses bords représentaient des scènes variées. L'une d'elles figurait une bataille avec des canons qui crachaient le feu, des villes fortifiées et des régiments de hallebardiers. Une autre montrait une exécution capitale. Dans une troisième, un homme courait à perdre haleine entre des arbres, les cheveux au vent, les bras étendus devant lui. Une forme étrange le pourchassait. Et il aurait été difficile de démêler si l'artiste avait eu l'intention de représenter un homme, sans toutefois parvenir à la ressemblance désirée, ou bien s'il avait volontairement donné à son modèle l'aspect épouvantable et monstrueux qu'on lui voyait.
Compte tenu de l'habileté avec laquelle avaient été gravées les autres scènes, Vraxol était plutôt enclin à admettre la seconde hypothèse. Le personnage était extraordinairement petit, et presque entièrement enveloppé dans une sorte de plaid à capuchon qui traînait jusqu'à terre. La seule partie de ce curieux individu qui émergeait de ce vêtement n'évoquait en rien ni main, ni bras. Vraxol la compare aux tentacules d'un poulpe infernal, et poursuit. C'est sûrement là une sorte de représentation allégorique, un démon pourchassant un damné, laquelle est sans aucun doute à l'origine de la légende du comte Magnus et de son mystérieux compagnon. Voyons maintenant comment se présente le maître de chasse. Ce doit être, bien entendu, quelque diable qui sonne du corps. Mais contrairement à son attente, ce personnage-là n'avait rien de particulier. Il s'agissait, semblait-il, d'un homme enveloppé d'une cape, coiffé d'un feutre à large bord et qui, se tenant au fait d'un tertre, appuyé sur une canne, suivait... Attendez, le feu s'est éteint. Et qui, se tenant au fait d'un tertre, appuyé sur une canne, suivait la poursuite du regard avec un intérêt que le graveur avait cherché à rendre par son attitude. Vraxol remarqua les lourds cadenas d'acier d'un travail achevé. Il y en avait 3, qui assuraient la fermeture du cercueil. Il vit aussi que l'un d'eux n'était pas à sa place et reposait ouvert sur les dalles. Après quoi, ne voulant pas retenir le diacre plus longtemps, ni tarder davantage à reprendre son travail, il se dirigea rapidement vers le château. Il est curieux, note-t-il, de constater combien, en suivant un sentier familier, on peut s'absorber dans ses propres pensées sans plus rien voir de ce qui nous entoure. Ce soir, pour la seconde fois, je ne me suis pas rendu compte de l'endroit où portaient mes pas. J'avais en tête de retourner seul à la chapelle afin d'en relever les épitaphes. Quand j'ai brusquement repris conscience, et me suis surpris, comme la dernière fois, à contourner la grille du cimetière. Et je crois bien que je chantais, ou plutôt psalmodiais quelque chose dans ce genre-ci. Comte Magnus, veillez-vous. Comte Magnus, dormez-vous. Et puis aussi d'autres mots dont je ne parviens pas à me souvenir. J'ai eu le sentiment que je me comportais de cette manière ridicule depuis déjà un bon bout de temps. Il trouva la clé de la chapelle là où il savait la trouver et copia à peu près tout ce qu'il désirait. En fait, il ne s'arrêta que lorsque le jour commença à décliner. « J'ai sûrement dû me tromper, écrit-il. Quand j'ai noté qu'il ne manquait qu'un seul cadenas au cercueil du comte, j'ai vu ce soir qu'il en manquait un second, et qu'il était aussi sur les dalles. Je les ai d'abord remis en place, et après avoir vainement tenté de les refermer, je me suis décidé à les poser précautionneusement sur le rebord de l'une des fenêtres. Celui qui reste tient encore bon, et bien que je le croie à ressort, je n'arrive pas à imaginer comment on peut l'ouvrir. Si j'y étais parvenu, j'aurais pris, je le crains, la liberté d'ôter le couvercle du cercueil. Quelle étrange chose, vraiment, que l'intérêt que je porte à la personnalité de ce vieux gentilhomme qui, j'en ai peur, devait être sombre et plutôt féroce. Le lendemain, à ce qu'il semble, fut le dernier jour que Vraxol passa à Ragbeck. Il avait en effet reçu des lettres d'affaires qui rendaient indispensable son retour en Angleterre. Son travail de recherche était à peu près terminé et son voyage allait demander beaucoup de temps. Il décida donc de prendre congé, de donner un dernier coup d'œil à ses notes et de se remettre en route. Ces notes et ses adieux l'occupèrent plus longtemps qu'il ne l'avait pensé. Les accueillants Lagardy insistèrent pour le retenir à dîner. Il dînait à 3h de l'après-midi. Et il était presque 6h30 lorsqu'il franchit enfin les grilles du château de Rabeck. Comme c'était la dernière fois qu'il suivait le sentier qui longe le lac, il y flâna à dessein pour mieux s'imprégner de l'heure et du lieu. Et quand il atteignit le haut du radillon du cimetière, il s'y attarda un instant face au vaste panorama de forêts proches et lointaines qui se découpaient sombrement sur un ciel d'un vert liquide. Lorsqu'enfin il se retourna pour partir, il lui vint subitement à l'esprit qu'il lui fallait prendre congé du comte Magnus et des siens. Le temple n'était plus distant que d'une 20aine de mètres, et Vraxol savait où était accrochée la clé de la chapelle. Peu après, il se tenait debout, immobile devant le grand cercueil de cuivre. Et comme à son habitude, il parlait seul, à voix haute.
Vous avez dû être un fameux coquin de votre vivant, Magnus, disait-il. Mais j'aimerais tout de même bien vous voir, ou plutôt... À cet instant précis, note-t-il, j'ai ressenti comme un coup sur le pied. Je l'ai vivement retiré en arrière et quelque chose est tombé avec fracas sur les dalles. C'était le 3e cadenas, le dernier des 3, qui avait garanti l'inviolabilité du cercueil. Je me suis baissé pour le ramasser et Dieu m'est témoin que je n'écris ici que la stricte vérité. Avant même que je me sois relevé, j'ai entendu un grincement métallique, un grincement de gond, et j'ai nettement vu que le couvercle du cercueil se soulevait. J'ai sans doute agi comme un lâche, mais pour tout l'or du monde, je n'aurais pas pu rester une seconde de plus dans cet effrayant édifice. Je me suis retrouvé alors en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, peut-être même pour le dire, et chose qui m'épouvante encore grandement, je n'ai même pas tourné la clé dans la serrure. Maintenant que j'ai regagné ma chambre et que je récapitule tous ces événements, qui ne se sont passés il n'y a guère plus de 20 minutes, je me demande si le grincement métallique a continué, et je ne puis répondre ni oui ni non. Je sais seulement qu'il y avait encore autre chose, en plus de ce que j'ai noté, autre chose qui m'a effrayé. Mais je ne parviens pas à me souvenir s'il s'agissait d'une présence ou d'un bruit. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Pauvre Vraxall, il quitta Rabeuk le lendemain, ainsi qu'il en avait été décidé, et rallia l'Angleterre sain et sauf. Mais à en juger par son écriture quasi méconnaissable et par ses notes de plus en plus décousues, il est clair que c'était un homme fini. Un des petits carnets qui accompagnaient ses papiers donne, sinon la clé, du moins un aperçu de ce que furent ces derniers jours. La plus grande partie de son voyage de retour s'effectua par voie d'eau, et je ne relève pas moins de 6 laborieuses tentatives pour dénombrer et pour décrire les passagers qui l'entouraient. Ces remarques sont de ce genre. Numéro 24, pasteur d'un village de Scanie, manteau noir, habituel et chapeau mou également noir. Numéro 25, voyageur de commerce qui se rend de Stockholm à Trollhättan. Merde, Trollhättan, ça fait vraiment le Manhattan des trolls, c'est vraiment drôle. Trollhättan, manteau noir, chapeau marron foncé. Numéro 26, homme à long manteau noir et chapeau à large bord, à l'ancienne mode. Cette dernière remarque est soulignée, et une note ajoutée précise, peut-être semblable au numéro 13. Je n'ai pas encore pu voir son visage. Je me suis reporté au numéro 13 et j'ai vu qu'il s'agissait d'un prêtre catholique en soutane. Ce qui en ressort de cette étrange énumération, c'est qu'elle se répète constamment. En effet, des 28 personnes qu'elle comporte, l'une est toujours un homme au long manteau noir et au chapeau à large bord, l'autre un petit personnage enveloppé d'un plaid sombre à capuchon. D'autre part, il semble établi que 26 passagers seulement prenaient part au repas en commun, et que l'homme au long manteau noir n'était peut-être pas là, alors que le petit personnage était indubitablement absent. Il semble encore qu'une fois arrivé en Angleterre, Vraxall, apparemment débarqué à Harwich, ait aussitôt décidé de se mettre hors d'atteinte d'une ou de plusieurs personnes qu'il ne nomme jamais, mais qu'il en était venu à considérer comme des gens qui le poursuivaient. Il prit alors une voiture de place, une voiture fermée, et il se défiait des chemins de fer, laquelle devait, ayant traversé la campagne, le déposer à Belchamp-Saint-Paul. Il était près de 9h du soir quand il atteignit les abords de ce village. On était au mois d'août et il faisait clair de lune. Vraxall se tenait à l'avant de la voiture et regardait machinalement par la portière des champs et des halliers. On ne voyait rien d'autre, qui défilait rapidement devant lui. Brusquement, il aperçut un carrefour. 2 silhouettes en manteau noir s'y tenaient immobiles à l'angle d'un chemin. La plus grande portait un chapeau, la plus petite, un capuchon. Il n'eut point le temps d'entrevoir leur visage. Quant à elles, pour autant qu'il pût en juger, elles demeurèrent parfaitement immobiles. Pourtant, le cheval fit un violent écart et partit au galop. Alors Vraxall se tassa sur son siège, en proie à quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Il les avait déjà vus, ces deux-là. À peine arrivé à Belchamp-Saint-Paul, il eut la chance de trouver un appartement meublé très acceptable. Et durant les 24 heures qui suivirent, il vécut relativement tranquille.
Ces dernières notes datent de ce jour-là. Elles sont trop décousues, trop larmoyantes pour qu'il vaille la peine de les reporter intégralement ici, mais leur sens est assez clair. Wraxall attend la visite de ses persécuteurs. Il ne sait ni quand, ni comment ils viendront. Et l'interrogation angoissée qu'il se pose constamment, c'est « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Ou bien encore, n'y a-t-il donc plus d'espoir ? Il n'ignore pas que les médecins le prendraient pour un fou, que la police lui rirait au nez. Et puis, le pasteur est absent. Alors que peut-il faire sinon fermer sa porte à double tour et implorer de la miséricorde divine ? L'année dernière, il y avait encore des gens de Belchamp-Saint-Paul qui se souvenaient d'un inconnu arrivé un soir du mois d'août. Cela faisait bien longtemps. Qui se souvenait aussi qu'on l'avait trouvé mort le surlendemain matin et qu'il y avait eu l'enquête. Alors attendez, c'est marqué. Cette enquête particulière aux campagnes anglaises est en fait un semblant de premières instructions judiciaires et ses participants constituent une sorte de tribunal qui, présidé par un coroner, comprend évidemment un jury. Okay. Même que les membres du jury sont allés jeter un coup d'œil au cadavre et qu'ils se sont évanouis, tous les 7. Mais il n'y en a pas eu un seul qui avait jamais voulu dire ce qu'ils avaient vu. Et leur verdict, ça a été « c'est le doigt de Dieu ». Et les autres locataires ont déménagé le matin même et ils sont allés habiter au loin. Mais ce qu'ils n'ont jamais su, j'imagine, c'est qu'une faible lueur a tout de même percé, ou du moins tenté de percer les ténèbres qui entouraient ce mystère. Car par un hasard extraordinaire, cette maisonnette m'est chue l'année dernière en héritage. Elle était inhabitée depuis 1863, et j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait aucun espoir de la louer. J'ai donc pris le parti de la faire abattre, et les papiers, dont on a pu lire ici le résumé, ont été découverts dans une petite armoirie qu'on avait oubliée sous la fenêtre de la plus belle chambre à louer, à coucher. Traduit par Françoise Martenon et Roland Stragliati, comte Magnus. Donc la nouvelle date de 1931. Ok. Je ne sais pas si c'est la traduction qui est horriblement verbeuse ou si c'est le texte de base. J'avoue que j'ai lu du M.R. James en anglais, en VO, et ça allait, mais c'était pas cette nouvelle-là. C'était très désagréable à lire. Par contre, l'histoire est cool. Et d'ailleurs fait très Dracula, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Aludar, c'était un cauchemar à lire parce qu'en fait, en gros, beaucoup de phrases sont en mode il allait dans la campagne, virgule. Cette campagne qui était si belle, tirait, comme on la sait dans cette période de l'année, parenthèse, du nord de la Suède, fin de la parenthèse, fin du tiret, continue. Et ça, c'est très désagréable à lire. Et c'est comme ça. Donc merci YouTube, à une autre histoire.